Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui va porter sur les pratiques d'inclusion des familles isolées. Je me présente, Marie-Pierre Courcy, je suis agente de développement et de liaison à Réseau Réussite Montréal. J'ai le plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui. J'aimerais commencer par vous remercier d'être avec nous ce matin pour ce webinaire auquel il y a 211 personnes qui se sont inscrites. On est vraiment reconnaissant du temps que vous nous consacrez ce matin. Le sujet qui va être abordé aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. C'est moi qui suis chargée, entre autres, du dossier de la glissade estivale à RRM. L'approche inclusive puis la participation des familles isolées, c'est des enjeux et des préoccupations qui sont prioritaires dans mon travail depuis plusieurs années. Puis, mon travail avec les partenaires, ça me permet aussi d'en constater toute la complexité liée à cet enjeu. Malgré les efforts qui sont consentis puis les bonnes pratiques qui sont mises en place, il en demeure qu'un nombre significatif de familles puis d'enfants à Montréal sont confrontés à des barrières qui limitent leur participation ou leur accès à des activités, des services ou des initiatives. C'est un défi qui fragilise le développement du plein potentiel des enfants puis leur réussite éducative. Le contexte estival vient un peu amplifier cette situation-là parce que le filet scolaire, qui est un peu un lieu commun, là, un dénominateur pendant une bonne période de l'année, ben, il est absent pendant 2 mois. Le webinaire de ce matin va nous amener à réfléchir à nos pratiques. On est fiers que les 4 panélistes experts que vous allez entendre ce matin aient accepté notre invitation. C'est notamment eux qui, au fil des années à les côtoyer, m'ont fait cheminer sur mes réflexions concernant les pratiques inclusives. Leur savoir expérientiel m'a inspiré, puis ça m'a permis en quelque sorte de mettre des nouvelles lunettes pour regarder mes pratiques puis les peaufiner. J'espère que ce webinaire aura le même effet sur vous. On est conscient que les ressources sont limitées, notamment le temps. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la motivation commune d'être le plus utile possible auprès des populations qui en ont le plus besoin. Puis, si chacun d'entre nous, on repart avec un élément qui fait cheminer nos pratiques, bien, je pense que l'impact collectif va être significatif. Donc, avant de commencer, j'ai quelques petits éléments relatifs au fonctionnement à vous partager. Premièrement, il va y avoir une période de questions à la toute fin du webinaire, mais tout au long de l'événement, vous pouvez inscrire vos questions là, dès qu'elles vous viennent à l'esprit en utilisant la fonctionnalité questions-réponses. Ensuite, après le webinaire, vous allez recevoir un lien de rediffusion, les présentations que vous verrez aujourd'hui, puis des ressources super utiles pour aller plus loin. Maintenant, pour débuter, on aimerait connaître comment vous percevez puis vous vous sentez par rapport aux démarches pour rejoindre les familles isolées. Donc, Maude va diffuser des petites images. Merci, Maude. Et donc, regardez ces images qu'on vous propose, puis on vous invite, on s'en y aller, voilà. On vous invite donc à regarder laquelle vous inspire, dans le fond, comment vous vous sentez par rapport aux démarches pour rejoindre les familles isolées, puis d'inscrire dans le chat 2-3 mots qui expliquent justement comment vous vous sentez. C'est un petit temps de réflexion. On voit 3, comme ça représente un petit peu un labyrinthe. Qui mentionne le 3. On tente de rejoindre les familles isolées. La difficulté, la surcharge, c'est complexe. Il faut chercher le bon chemin pour les rejoindre, effectivement. Ah, j'aime bien 2 aussi. Chaque petit arrosage a son impact. Intéressant. Merci, merci pour ces partages. Très intéressant. Merci. Donc, sans plus tarder, on espère dans le fond, dans ce webinaire, vous allez trouver quelques réponses pour vous outiller davantage par rapport à ces démarches-là, puis que ça va paraître peut-être un petit peu moins un labyrinthe ou qu'on va tous ensemble cheminer un petit peu dans nos pratiques.
Donc, maintenant, on va laisser la parole à nos experts et expertes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, on est très heureux d'avoir avec nous ce matin Isabelle Archambault, qui est professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les écoles, le bien-être et la réussite éducative des jeunes, et qui est aussi directrice du groupe de recherche sur les environnements scolaires. Bonjour Isabelle. Il y a aussi Célia Foison, qui est agente de développement Vie démocratique à Concertation Montréal, puis notamment qui porte tout le projet Constellation. Bonjour. Catherine Racicot, conseillère en ressources documentaires, section programme, inclusion sociale et médiation du livre à la direction des bibliothèques de la Ville de Montréal. Merci Catherine. Et Samuel Carrier, qui est directeur de l'organisme Je passe partout, qui travaille principalement dans Hochelaga. Merci, Hochelaga Maisonneuve, et merci. On va commencer par une première présentation, celle d'Isabelle, qui va nous parler des principes pour favoriser une plus grande inclusion. Isabelle, je te cède la parole et la présentation. Oui, alors bonjour. Normalement, ça devrait marcher. Donc, écoutez, ça me fait excessivement plaisir d'être avec vous ce matin pour amorcer en fait cette réflexion sur les familles qui sont un petit peu plus isolées. Et en fait, moi, j'aurais envie de commencer cette réflexion-là en réfléchissant avec vous sur l'idée d'inclusion et sur l'idée de comment, en fait, quelle est l'inclusion, quels sont aussi les freins, mais aussi les leviers pour la participation des familles. Mon intervention va être relativement courte, mais vous allez voir que ça va un petit peu mettre la table pour des interventions qui sont fort riches de mes collègues et qui vont suivre. Et donc, d'abord, qu'est-ce que l'inclusion? Je pense qu'avant de réfléchir à toute démarche qui vise à mettre en place des pratiques inclusives, il faut se poser la question individuellement sur, pour moi, qu'est-ce qu'une pratique inclusive? Et donc, je vous inviterai, vous, ce matin, tout au long du webinaire, à vous poser cette question-là. Pour vous, qu'est-ce qu'une pratique inclusive? Évidemment, la recherche fournit des pistes à cet égard-là, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important dans une démarche où on veut mettre en place des pratiques inclusives, c'est soi-même de se positionner par rapport à ça, de voir quelle est notre propre vision d'une pratique inclusive, de voir aussi en quoi c'est lié à nos valeurs et à notre posture. Parce que pour pouvoir mettre en place des pratiques inclusives dans un environnement ou dans un milieu, dans une organisation, il faut avoir cette posture-là, mais faire toute cette démarche de réflexion-là. Donc, ce que la recherche en dit, c'est qu'une pratique inclusive, c'est une pratique qui permet de mettre en place des moyens qui vont permettre d'offrir un accès équitable à tous et à toutes aux différentes activités qui sont proposées. Donc, là, vous allez me dire, c'est une définition qui est très générique, mais quand on essaie de creuser un petit peu plus loin, ce que ça veut dire, c'est d'être capable de reconnaître l'unicité des personnes à qui on s'adresse. Donc, dans le cas des familles, de reconnaître l'unicité des familles à qui on s'adresse, de bien comprendre les besoins, mais aussi de lever les obstacles à la participation de ces personnes pour leur offrir un environnement qui va être à la fois sécuritaire pour eux et elles, mais aussi un environnement où ces personnes-là vont pouvoir développer des liens avec d'autres, développer un fort sentiment d'appartenance, créer des relations positives, etc. Donc, une pratique inclusive, même s'il n'y a pas de définition unique, c'est une pratique qui va permettre d'éliminer ou de diminuer le plus possible les barrières à la participation de tous et de toutes. Et pourquoi on devrait faire ça? Bien, évidemment, la plupart d'entre vous, si je vous pose la question, vous allez me dire, bien, je vais mettre en place des pratiques inclusives parce que je veux favoriser la participation des familles qui sont plus isolées. Je veux favoriser une plus grande mixité sociale aussi au niveau de mes activités. Pourquoi? Parce qu'on sait que la mixité sociale est une forme de richesse à l'intérieur des activités. Mais il peut aussi y avoir des raisons qui sont propres à nous comme intervenants ou intervenantes ou comme organisation. C'est-à-dire que mettre en place des pratiques inclusives, c'est aussi une richesse pour les personnes qui mettent en place ces pratiques-là. Et donc, de savoir qu'est-ce que ça vous apporte comme richesse de mettre en place ça, bien, ça peut être aussi un moteur lors de la réalisation de cette démarche-là. Maintenant, comment on fait ça? En fait, mettre en place des pratiques inclusives. Quels sont les freins et les leviers à l'inclusion?
Bien, la première chose, c'est que, évidemment, quand on réfléchit à ça, puis quand on pense aux familles qui sont un petit peu plus isolées, bien, c'est certain qu'une des premières choses à laquelle on va penser, c'est, par exemple, le coût des activités. Et je suis certaine que la plupart d'entre vous, si vous aviez une baguette magique demain matin pour avoir du financement qui allait vous tomber du ciel et que vous pouviez offrir des activités gratuites à tous et à toutes, vous le feriez. Mais dans un contexte où ce n'est pas possible, comment on peut réfléchir différemment aux coûts, par exemple, qui sont proposés? Est-ce qu'il y a possibilité de moduler des coûts pour certaines familles? Est-ce qu'il y a possibilité d'offrir des gratuités pour certaines familles qui pourraient vraiment bénéficier des activités et qui autrement ne pourraient pas y participer? Donc, il y a évidemment toujours cette barrière financière-là qui est un peu, l'épée au-dessus de la tête de tout le monde, mais comment on peut réfléchir à cette barrière-là et penser nos activités différemment? Ensuite, en termes de ressources humaines, comment on peut réfléchir? Une autre barrière, c'est que parfois, les familles ne se reconnaissent pas dans les organismes ou dans les interventions qui leur sont proposées. Une des façons qui est identifiée par la recherche pour permettre de rejoindre certaines familles, c'est parfois d'utiliser même d'autres familles du quartier ou d'autres familles de l'environnement proximal qui vont agir comme dans toute la démarche de recrutement, qui vont aller chercher ces personnes-là. Donc, comment on fait pour travailler différemment avec les moyens qu'on a, mais peut-être avec les moyens qui existent dans la communauté pour essayer d'aller rejoindre les familles? Il y a toujours aussi les barrières qui sont liées à l'horaire, au transport, c'est toutes des choses que vous connaissez déjà. Mais j'ajouterais à ça tout le contexte de vie dans lequel on essaie de présenter nos activités. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque famille a une des réalités qui lui sont propres. Tout à l'heure, quand je parlais de pratique inclusive, puis je parlais de tenir compte de l'unicité des familles, et ça se peut qu'une intervention donnée arrive à un moment où ça ne fonctionnera pas pour cette famille-là, mais que si on arrivait avec la même activité 6 mois plus tard, ça pourrait fonctionner. Donc, il est possible que dans un contexte X, la famille, ses besoins prioritaires, ce soit de se loger, de trouver un emploi, de vivre avec différentes contraintes familiales autres, qui font en sorte que les familles ne sont peut-être pas disposées à participer à des activités à un moment donné, mais qu'à d'autres moments, ils le seraient. Donc, de réfléchir aussi à qui on essaie de rejoindre, où ces personnes-là en sont, puis est-ce que c'est le meilleur moment pour rejoindre ces personnes-là également. Évidemment, il y a d'autres barrières qu'on voit à la participation et que vous connaissez probablement tous et toutes, c'est le sentiment d'exclusion que peuvent vivre certaines personnes. On peut parfois réussir à les amener à participer à une activité, mais ils ne reviendront pas la prochaine fois. Tout le sentiment d'insécurité culturelle que certaines personnes vont vivre, le sentiment d'exclusion, des personnes qui vont avoir l'impression qu'ils sont imposteurs, qui n'ont pas leur place ou qui ne sentent pas qu'ils sont à leur place dans une activité, c'est aussi un élément qui souvent est un frein à la participation. Au moment du recrutement, on sait qu'il y a plusieurs freins également. Bien, d'abord, il y a tout le fait que dans certains cas, les familles ne sont pas au courant de ces activités-là. Il y a d'autres fois où les familles sont au courant, mais ils ne comprennent pas tout à fait en quoi ce qu'on leur propose va bien répondre à leurs besoins. Donc, avoir une compréhension de ce qui est proposé, ça peut être aussi une barrière. Donc, on peut à la fois réfléchir en amont de l'activité sur qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour pouvoir diminuer les barrières, mais on devrait aussi réfléchir au moment du recrutement. Et finalement, bien, ce qui est super important, c'est en quoi ce qu'on propose permet vraiment de répondre aux besoins. Tout être humain a des besoins psychologiques fondamentaux d'appartenance, de compétences, d'autonomie. Est-ce à travers nos activités, on tient compte de ces besoins-là? Est-ce qu'on permet aux gens de développer un sentiment d'appartenance, de se sentir compétents? Est-ce qu'on crée un lien privilégié avec ces gens-là? Que la recherche montre, mais je suis certaine que comme intervenante de différentes organisations, vous savez tout à fait ça, c'est quand on a un lien avec les personnes, c'est beaucoup plus facile de les garder au sein des activités, puis après ça, d'aller les chercher pour d'autres types d'activités. Et tout ça dans une logique de, si on a de la difficulté à rejoindre certaines personnes, bien,
qu'on leur pose la question sur qu'est-ce qu'ils ont envie, comment mieux répondre à leurs besoins. Donc, il y a toute cette réflexion-là aussi sur de rehausser la voix des personnes concernées pour favoriser l'inclusion davantage. Donc, je vous remercie. C'était vraiment express, mais vous allez voir, les prochaines présentations vont être très, très riches et vont vous permettre de compléter cette réplique. Merci, Isabelle. Merci beaucoup pour ta présentation. Ça démontre à quel point les pratiques inclusives, ben, ça fait partie des conditions de succès pour nos actions et pour rejoindre les familles isolées. Fort pertinent, basé sur la recherche, mais beaucoup sur ta connaissance du terrain en même temps. Donc, on va maintenant passer à la présentation de Célia Foison, qui va porter sur les facteurs de réussite pour mieux rejoindre les familles et répondre à leurs besoins. Célia, je te laisse la parole. Merci. Merci Marie-Pierre pour la présentation. J'espère qu'on m'entend bien. Oui. Merci. Donc, dans le même 2 semaines, j'ai eu la chance de faire cette présentation que vous allez entendre en 35 minutes et aussi en 5 minutes. Et aujourd'hui, on m'a demandé la version 8 minutes. Alors, c'est ce que je vais tenter de vous faire. Célia Foison, agente de développement vie démocratique au sein de Concertation Montréal. Concertation Montréal, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui connecte les élus municipaux et les leaders socio-économiques. Et on travaille avec eux spécifiquement sur 3 axes, que sont la transition écologique, la vie démocratique, donc l'équipe de laquelle je fais partie, la parité, la diversité et l'inclusion aussi. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la démarche Constellation qui va beaucoup faire écho finalement à la présentation d'Isabelle. Maud, on peut peut-être un petit peu attendre pour la roue, on ne va pas la dévoiler tout de suite et on va y revenir. J'ai fait exprès de ne pas mettre de présentation, on va être dans l'échange tantôt et puis pour l'instant, je vais vous demander d'écouter la présentation en fait, de la démarche, mais vous recevrez le PowerPoint de ce que je vais vous présenter par la suite. Donc, la démarche Constellation, comme je l'ai expliqué, est née finalement d'un questionnement majeur qui a été retrouvé pendant le sommet sur la maturité scolaire en 2009, où les intervenants et les intervenantes partageaient le même souci, celui de mieux rejoindre les familles isolées. La recherche et l'action et le terrain, en fait, se sont penchés après ce sommet sur la maturité scolaire sur c'est quoi les bonnes pratiques, quelles sont les actions qui sont gagnantes pour mieux rejoindre les familles isolées. Et de ce croisement, de ce lien entre la recherche et le terrain est née la démarche Constellation. La recherche s'est penchée sur 34 organisations et leurs bonnes pratiques pour mieux rejoindre les familles isolées pour finalement dégager 11 facteurs de réussite. Et c'est là qu'on pourrait donc dévoiler la roue des facteurs de réussite Constellation qui sont organisés, ces facteurs-là de réussite, qui sont des bonnes pratiques, qui recoupent notamment le discours, la présentation d'Isabelle tantôt, sont regroupés sous 3 volets. Donc, parmi les volets, vous avez mettre les besoins de la famille ou même des personnes isolées. On peut aussi parler de personnes isolées plus largement que de familles au centre des interventions. Le volet 2 touche le apprendre collectivement et le volet 3, la cohérence entre le dire et le faire. Alors, vous voyez que ça parle tant de vous, le personnel à titre d'employé finalement de votre organisation, tant que votre organisation. La démarche Constellation, de la façon dont elle est organisée, c'est 5 ateliers à la base de 2 heures chacun qui permettent un temps de réflexion sur nos bonnes pratiques, de porter un regard surtout sur nos bonnes pratiques, d'entrer en équipe, voire en quartier et même en territoire sur une réflexion plus large sur c'est quoi nos bonnes pratiques qui ont déjà lieu dans notre équipe, dans notre organisation ou au sein de notre territoire pour mieux rejoindre les familles isolées. Et finalement, les 2 derniers ateliers sont axés sur la mise en action. Donc, on s'organise, on revient dans une forme de travail à laquelle on est habitué qui nous permet de nous organiser et de se mettre en action par rapport à l'enjeu des familles isolées. Donc, c'est un petit peu ça la démarche Constellation, c'est une recette, mais j'aime plus ou moins le mot parce qu'on l'adapte en fonction de notre réalité. Il y a des questions à avoir sur c'est qui les familles isolées de notre territoire et c'est peut-être pas forcément les mêmes sur le territoire d'à côté. Donc, une recette qui nous permet, en passant à travers les ateliers,
de mieux rejoindre les familles isolées et de dégager les bonnes pratiques qui sont pertinentes, qui sont faisables, donc réalistes sur notre territoire au moment où on choisit d'adresser cet enjeu-là des familles isolées. Depuis 2021, Concertation Montréal a aussi organisé des événements rassembleurs, donc sur le spectre du savoir-être pour les intervenants, parce que c'est un domaine dans lequel, on l'a entendu tantôt de la part d'Isabelle, encore une fois, le savoir-être est fort important, qui permettent la réflexion, la valorisation du travail de proximité, mais aussi le réseautage. Donc, Constellation, en 2023, c'est tant la démarche, et puis on se permet chez Concertation Montréal, on a la chance de pouvoir accompagner les organisations québécoises à travers le Québec pour déployer ces démarches-là, mais aussi des événements donc, qui sont destinés aux intervenants et aux intervenantes ou aux travailleurs et travailleuses de proximité selon comment on choisit de les appeler, mais ces personnes-là qui travaillent au quotidien auprès des familles isolées. On aura des questions tantôt, j'en suis sûre, sur les différents facteurs de réussite. On pourra y revenir. Et je vous invite à lire et relire et prendre contact avec nous suite à la présentation de Constellation plus tard quand vous recevrez la présentation. Merci. Merci, Célia. Là, tu as fait un petit teaser sur tes outils. C'est ça tu piques notre curiosité pour qu'on aille plus loin dans ces outils-là, puis qui sont effectivement très pertinents. Merci, Célia, de nous avoir présenté cette démarche-là qui est très précieuse pour adapter les services puis notre approche aux besoins des familles. Merci. Donc, maintenant qu'on a fait le survol de ces principes essentiels, on a demandé à 2 partenaires dont les projets favorisent une approche inclusive qui priorise les plus vulnérables à venir nous en parler pour mieux comprendre les défis qu'ils ont rencontrés puis les moyens qu'ils ont mis en œuvre dans ce contexte-là. Donc, on va commencer avec Catherine Racicot, Catherine de la Direction des bibliothèques de la Ville de Montréal. Salut Catherine, merci. Merci Marie-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Catherine Racicot. J'utilise le pronom « elle ». Je suis allochtone montréalaise et aujourd'hui, en fait, j'avais vraiment envie de vous présenter quelques pistes de réflexion sur comment favoriser la participation des familles isolées en bibliothèque. J'espère que ces pistes-là, quelque part, vont pouvoir résonner avec vos réalités différentes, puis vont pouvoir alimenter vos échanges là, dans vos différents milieux. Ma posture en est vraiment une d'humilité. Je suis loin d'avoir la science infuse. Ça ne sera pas un portrait exhaustif non plus de tout ce qu'on fait dans les 45 bibliothèques, mais j'espère quand même que vous allez en retirer des éléments intéressants pour vous. Plusieurs collègues bibliothécaires ont participé, ont contribué à cette présentation, puis je les en remercie infiniment. Donc, si je commence par vous parler un peu des bibliothèques de Montréal rapidement, on peut passer à la prochaine diapo, Maude, merci. Donc, notre mission est vraiment d'offrir à toute personne un accès à la lecture, à l'information, au savoir, à la culture et aux loisirs. Le rôle de la direction des bibliothèques, c'est vraiment en fait d'insuffler des bonnes pratiques en lien avec nos différents champs d'expertise grâce à notre rôle conseil, donc auprès des 45 bibliothèques de Montréal, ainsi que grâce à des projets qu'on va déployer. Je vous donne quelques exemples. Je ne sais pas si vous saviez que vous pouvez emprunter des raquettes, oui, en bibliothèque. Vous pouvez aussi participer à des ateliers de création de balados. Vous pouvez participer à des ateliers d'autodéfense féministe. Donc, ce ne sont que quelques exemples des projets finalement qu'on essaie de déployer dans les 45 bibliothèques pour venir compléter l'offre locale. Ensuite, les 45 bibliothèques ont tout de même une offre hyper riche. Elles ont chacune leur réalité propre. Elles ont une connaissance très fine de la population à proximité, puis du tissu communautaire, en fait. Elles vont participer activement à la vie de quartier. Puis, si ce n'est pas déjà fait, mais les représentants et représentantes d'organismes présents, je vous invite vraiment à contacter votre bibliothèque de quartier. Donc, je pense que ça peut être une bonne piste de partenariat. Sinon, on chapeaute également plusieurs programmes hors les murs, donc je vais vous en parler un peu plus loin. S'il y a vraiment un message clé que j'aimerais que vous reteniez au sujet des bibliothèques de Montréal, c'est que nous sommes vraiment des actrices clés, des partenaires clés en ELE, en réussite éducative, mais aussi en maintien des acquis, puis en développement et épanouissement des citoyens et citoyennes là, tout au long de leur vie. Tout comme plusieurs organismes, j'en suis certaine, on rencontre des barrières. On en a rencontré au fil du temps. Et donc, rapidement, j'aimerais peut-être vous dresser un petit portrait de quelques barrières qu'on a en commun.
Par exemple, les heures d'ouverture. Donc, est-ce que les heures d'ouverture des bibliothèques permettent à une personne qui cumule plusieurs emplois d'y venir? Souvent, les bibliothèques, le week-end, vont ouvrir seulement à midi, le samedi ou le dimanche. Ensuite, les frais, pardon. Les frais, donc, peuvent constituer un frein notoire à la fréquentation. Soit un usager ou une usagère va contracter des frais, ne voudra pas revenir, ou alors va avoir peur d'en avoir à son dossier. Il y a aussi toute la question du rapport à l'institutionnel. Donc, par exemple, une personne autochtone peut avoir un parcours, un rapport à tout ce qui représente l'État qui peut être très particulier, de même que des personnes au parcours migratoire et bagages culturels divers. Donc, ça peut venir teinter finalement leur envie de fréquenter la bibliothèque. Il y a toute la notion du rapport à la culture aussi. J'espère qu'on va avoir l'occasion d'en parler davantage dans la période de questions, mais la culture avec un grand C qui est un peu intimidante, peu rassembleuse, eurocentrée, est-ce que ça va vraiment rejoindre finalement nos familles isolées? Il y a toute la question de l'accueil. Comment je suis accueillie lorsque je me présente en bibliothèque? Si je suis une personne adolescente, si je suis une maman d'une famille nombreuse, avec des enfants turbulents. Il y a la question de la langue aussi. Est-ce que quand je me présente en bibliothèque, on m'accueille qu'en français ou est-ce que c'est possible d'être accueilli aussi en anglais, d'avoir un service d'interprète? Il y a toute la question de la communication. L'offre culturelle à Montréal et l'offre communautaire, elle est hyper vaste. Est-ce que les citoyens et citoyennes sont vraiment au courant de tous nos services? Et enfin, il y a toute la question aussi du territoire et du transport. Est-ce que la bibliothèque, elle se situe sur mon chemin maison, école, travail? Est-ce que mon lieu de vie est enclavé? Est-ce que la bibliothèque, elle l'est? Est-ce qu'il y a un chemin sécuritaire en transport actif ou en transport en commun qui me permet d'y avoir accès? Je vous ai listé plusieurs barrières. J'espère que ça résonne un peu avec les enjeux que vous rencontrez dans vos milieux. Maintenant, j'aimerais juste peut-être vous faire part de quelques facteurs de réussite qu'on a réussi dans certains établissements à mettre en place au fil du temps. Les aires d'ouverture étendues. Lorsque c'est difficile de rejoindre certains publics ou que certains publics se sentent les bienvenus chez nous, bien, pourquoi ne pas ouvrir la bibliothèque spécifiquement pour eux? Il y a entre autres les bibliothèques, donc Rivière-des-Prairies, qui le font pour des enfants à besoins particuliers. On le fait aussi pour des groupes de familles, par exemple, un peu plus défavorisés dans certaines bibliothèques comme Marie-Huguet. Il y a aussi toute la question de l'abolition des frais de retard. Donc, c'est sûr que je pense que c'est un gain assez important des dernières années d'avoir aboli ces frais qui peuvent être ajoutés au dossier pour le fait de ramener tout simplement donc, des livres en retard. Il y a aussi plusieurs ententes officieuses qui vont avoir lieu avec le personnel de la bibliothèque pour venir finalement payer donc nos frais de retard peu à peu selon une entente qui va être prise à l'amiable avec l'usager et l'usagère, pas des frais de retard, pardon, les frais de bris de documents ou de perte de documents. Ensuite, on a aussi fait des efforts pour développer plusieurs outils de communication en langage simplifié ou avec des pictogrammes pour s'assurer qu'un plus large public puisse les comprendre. Il y a aussi toute la notion de la transformation de la bibliothèque à titre de lieu. Notre bibliothèque, maintenant, elle est pour plusieurs usages. Il faut vraiment oublier cette espèce de temple de quiétude, du grand savoir et de la culture. Aujourd'hui, les bibliothèques comprennent des fabricathèques, des ruches d'art, des laboratoires informatiques. On fait des soirées des ados. C'est un lieu de vie où on peut manger, se rencontrer, collaborer, travailler et apprendre. On a aussi des collections et des activités qu'on cherche en fait à faire correspondre aux besoins des personnes qui fréquentent nos bibliothèques, aussi aux personnes qui ne nous fréquentent pas. Donc, ça, on pourra en parler un petit peu plus longuement dans la période des questions. Et on a enfin plusieurs programmes hors les murs qui tentent de rejoindre les familles isolées et les enfants de ces familles dans leur propre milieu de vie. Donc, je vais vous donner à titre d'exemple 2 programmes hors les murs qui sont chapeautés par les bibliothèques de Montréal. Donc, tout d'abord, il y a le programme Contact qui existe depuis 1999, qui est en fait, vous allez me permettre un verre d'eau, je suis désolée, j'ai extrêmement soif. Ah voilà, merci. Donc, qui est un programme qui existe depuis 1999, qui cherche en fait à rejoindre les familles immigrantes et ou isolées et ou défavorisées. Ce programme a pour objectif en fait de permettre à l'adulte de constater l'intérêt réel de son tout petit pour les livres, ainsi aussi de promouvoir tout ce qui est le goût de la lecture auprès des parents pour eux et aussi pour leurs enfants. C'est aussi un programme qui vise à sensibiliser les parents à l'importance de l'éveil à la lecture et à l'écriture et inviter les parents à fréquenter les bibliothèques.
Donc, les animatrices de ce programme vont fréquenter plusieurs lieux, que ce soit les organismes familles, organismes communautaires, les parcs et depuis peu, plusieurs maternelles 4 ans aussi situées dans les 19 arrondissements montréalais. Un deuxième programme que nous chapeautons à la direction des bibliothèques qui vise vraiment à rejoindre les enfants dans leur milieu de vie, c'est le programme Livre dans la rue. Donc, Livre dans la rue est un programme qui existe depuis 1982. Oui, oui, il est plus vieux que moi. Donc, c'est un programme, en fait, qui offre des activités de lecture qui visent à rejoindre les enfants à l'extérieur, que ce soit dans des parcs, dans des cours de HLM. Et l'approche, elle est vraiment basée sur le plaisir de lire en toute liberté. Donc, ce programme a pour objectif de transmettre le plaisir de lire, de développer l'autonomie, le désir d'apprendre, de favoriser l'éveil à la lecture et à l'écriture, aussi de promouvoir les livres francophones, puis de faire connaître les bibliothèques. Un autre projet dont j'avais envie de vous parler, c'est le Club de lecture pan-canadien TD. Donc, je trouve que c'est un programme très intéressant parce que non seulement c'est un programme pan-canadien, mais qui permet localement de vraiment venir adapter les services pour les enfants tout au long de l'été. C'est un programme qui vise tout simplement à maintenir les acquis en littératie puis en numératie des enfants. Je trouve aussi que c'est un programme qui permet en fait de fournir des espaces de socialisation aux enfants. Donc, les bibliothèques vont vraiment organiser plusieurs activités pendant l'été. Ça peut venir briser l'isolement que plusieurs enfants vont vivre au quotidien. Il y a aussi une initiative qui est assez récente liée au Club de lecture TD que je trouve très intéressante. C'est le Sentier des contes, en fait, où on va vraiment installer de grands panneaux, donc une histoire sous forme de grands panneaux dans l'espace public. Et donc, les familles vont pouvoir venir lire cette histoire-là ensemble. Donc, c'est une autre façon, finalement, de rejoindre ces familles dans leur milieu de vie à l'extérieur de la bibliothèque. Écoutez, je n'avais que 8 minutes et j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'on va avoir plus de l'opportunité finalement d'échanger pendant la période des questions. Et puis, je vous laisse ici donc les coordonnées des différentes personnes à rejoindre si vous avez de l'intérêt ou des demandes d'informations précises pour chacun de ces programmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. On constate la discipline de nos panélistes pour répondre au temps requis. Merci, donc, Catherine, de nous avoir permis de bénéficier des apprentissages qui ont été réalisés. Puis, on peut certainement en tirer plusieurs pistes à appliquer puis à transposer dans nos pratiques. Puis, à mes yeux, ça résonne bien au-delà des bibliothèques. Isabelle, Célia et Catherine, vous avez tous parlé de l'importance de l'approche de proximité puis d'aller vers les familles. Puis ceci, ça fait écho à l'approche privilégiée par l'organisme Je passe partout. Donc, dont nous avons Samuel Carrier qui est avec nous aujourd'hui, directeur général de l'organisme Je passe partout. Et donc, Samuel, je te céderai la parole. Donc, Samuel qui a accepté généreusement de nous partager son expertise issue de l'expérience terrain. Merci, Samuel. Merci, Marie-Pierre. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la bibliothèque d'Hochelaga Maisonneuve va enfin ouvrir. Elle était en rénovation depuis plus d'1 an. On a bien hâte d'aller voir les nouveaux locaux en porte ouverte ce samedi le 10. Donc, ceux qui sont du coin, venez avec nous. On a vraiment hâte de le découvrir. Moi, je suis le directeur général de Je passe partout. On est un organisme en persévérance scolaire qui travaille avec les jeunes à travers particulièrement des ateliers scolaires à l'école et de l'intervention familiale qui se fait à domicile avec les familles. Ça, c'est notre offre de service principale. Là, je vous épargne tous les projets durant l'année scolaire. Mais pendant l'été, on a également des projets qui nous servent à rejoindre des jeunes, dont un petit projet, une partie de notre projet qui est en partenariat avec Réseau Réussite Montréal. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on va se parler aujourd'hui. Puis, moi, je me suis dit, je vais faire un petit historique du projet parce qu'en fait, je vais faire ressortir à travers les différentes années, les enjeux qu'on a vécus, également les bons coups. Puis, je pense qu'on va retrouver beaucoup des barrières qu'on a nommées à travers les différentes présentations. Puis, je pense que ça va vous démontrer aussi la flexibilité qu'on a besoin pour mener à bien des projets comme ceux-là, pour nous adapter chaque année, parce que parfois, c'est le projet qui va demander qu'il y ait des changements, parce que peut-être que dans notre projet, il y a des choses qu'on avait mal réfléchies. Puis d'autres fois, c'est le contexte aussi qui nous amène, qui nous force à faire des changements, parce que peut-être que le projet était très bien l'année dernière, mais cette année, ça ne répond plus. Donc, on va regarder ça ensemble un petit peu.
Donc, la première année, en fait, c'était il y a 3 ans, là, donc en plein milieu de la pandémie. Le projet a été mis en place assez tard. On était très proche de l'été. Marie-Pierre et moi, on a commencé à discuter, puis justement au niveau de la glissade des acquis estivaux, estivales et tout ça. Puis, suite à la discussion, on a mis en place notre projet, en fait, qui était de faire des activités directement pour les jeunes qui n'ont pas accès à des camps de jour, particulièrement dans les parcs, parce qu'on était dans un contexte pandémique, puis faire des activités à l'intérieur, c'était complexe. Puis, étant donné qu'on a eu ces discussions-là très tard dans l'année, ça a été quand même difficile de mobiliser les partenaires. Je vais y revenir là-dessus. J'avais aussi pris le temps de parler avec Marie-Pierre puis de lui dire qu'il fallait qu'elle soit consciente que ça allait être un projet qui allait quand même coûter relativement cher et rejoindre un petit nombre de jeunes comparativement à d'autres initiatives qu'on aurait pu faire, par exemple, avec des camps de jour. Parce que c'est vraiment important, en fait, que les bailleurs de fonds de ces projets-là comprennent que travailler avec des familles plus vulnérables, qui ont moins accès à des services, qui sont plus isolés, ça coûte plus cher. Puis ça, Réseau Réussite Montréal était très conscient, donc ça a bien été, c'était un facteur de succès. Notre but, en fait, donc, c'était de rejoindre directement dans les parcs les jeunes qui n'ont pas accès à des activités pendant l'été. Puis, pour faire ça, en fait, on a mobilisé nos partenaires, dont les écoles, entre autres, qui nous ont envoyé une longue liste de noms, mais de familles qui avaient potentiellement le besoin de services durant l'été. Mais ça a été fait comme trop rapidement parce que justement, on était dans un contexte un peu tardif. Les écoles n'avaient pas nécessairement eu le temps de parler de notre projet avec les familles. Ils avaient seulement soumis les noms. Donc là, quand on appelait les familles comprenaient peut-être pas nécessairement pourquoi ils recevaient l'appel. Il y en avait qui ne nous connaissaient pas non plus. Donc, il y avait une petite méfiance de ce côté-là. Ça n'a pas été très concluant, cette partie-là de notre projet. Ensuite, il y a toutes sortes de difficultés aussi qui ont été vécues à travers le projet. En étant à l'extérieur dans un parc, des fois, la météo n'était pas vraiment adéquate. Et donc, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes sur place dans le parc. Il y a un facteur que j'avais moins vu venir, mais que les intervenants qui travaillent avec nous avaient une certaine timidité à rentrer en contact avec les jeunes aussi. Même si c'est leur travail de rentrer en contact avec les jeunes, ça peut être intimidant quand même d'aller vers des gens qui n'ont pas sollicité notre présence. Les jeunes sont dans le parc, ils font des activités entre eux, ils ne souhaitent pas nécessairement faire une activité différente. Donc, c'est toutes des choses, en fait, qui font que des fois, ça a fonctionné, d'autres fois, ça a moins bien fonctionné. Donc, à la fin de l'été, on a fait notre bilan. On a vu certaines forces. On croyait clairement qu'il y avait un grand besoin, vraiment de pertinence du projet, mais dans la façon qu'on l'avait mis sur pied puis mis en œuvre, il y avait des choses à repenser. Donc, ça, on s'en est pas caché. Dans notre bilan avec Réseau Réussite Montréal, on l'a dit comme ça. Puis, ils ont quand même... ils voyaient la même chose que nous, puis on a continué dans la deuxième année. On est revenu avec un projet différent. Donc, la deuxième année, on est arrivé avec des activités qui ont été réalisées dans nos locaux pour 2 demi-journées par semaine. Ça nous donnait 24 places au total, là, donc 12 jeunes chaque demi-journée. C'était sur inscription. Puis, on a également fait des activités dans des locaux d'organismes partenaires, donc d'autres organismes qui rejoignaient d'autres jeunes, mais qui n'avaient pas nécessairement accès non plus à des camps de jour. Ça a été un bien meilleur succès cette fois-là. On a rempli toutes nos places disponibles. Il y a un facteur qui était facilitant aussi, c'est qu'on organisait l'opération sac à dos dans notre quartier, ce qui nous a permis en fait de parler à toutes sortes de familles qui n'avaient pas nécessairement de contact avec notre organisme, puis d'avoir un moment où on pouvait leur parler de ce projet-là, puis on a rempli beaucoup de places à ce moment-là. Les activités gratuites, donc la gratuité, ça élimine une barrière importante, on le sait, c'est bien. Ça amène aussi des fois peut-être un plus haut taux d'absentéisme, là, c'est discutable, mais c'est quand même un défi. Je pense que c'est important à ce moment-là, au niveau du taux d'absentéisme, de vraiment miser sur la communication, de faire comprendre aux familles que oui, c'est gratuit, mais que les places sont limitées, puis que il faut qu'ils utilisent le service, puis que s'ils ne sont pas présents, en fait, il faut qu'on laisse la place à à d'autres jeunes. Mais d'un autre côté, il faut aussi faire preuve de flexibilité parce que si on veut travailler avec des familles avec des profils de vulnérabilité, on ne peut pas s'attendre à une communication parfaite puis qu'ils nous laissent savoir à chaque fois. Donc, ça va d'un côté et de l'autre. Il faut faire attention. Un autre facteur intéressant, en fait, c'est qu'on avait remis des trousses d'activités au début de l'été à une 40aine de jeunes. Donc, ça incluait tous les jeunes qu'on voyait à nos locaux, puis quelques autres.
Puis ça nous a permis en fait de leur donner des défis d'activités à faire à la maison entre nos journées d'activités où on les voyait. Donc, ça avait quand même un effet multiplicateur, puis ça permettait là, de stimuler un peu plus ces jeunes-là durant l'été. Puis enfin, cette année, on avait encore prévu la même formule de 2 demi-journées. On a encore sollicité nos écoles pour qu'ils diffusent ça dans leur famille. Mais cette fois-ci, on a été assez surpris. Il y a eu un raz-de-marée d'inscriptions. Les familles nous ont appelés. Dans les 2 jours qui ont suivi, les places se sont remplies, puis on a eu une longue liste d'attente. On n'était pas capable de répondre à la demande. On a décidé donc d'ajouter un 3e groupe. On loue un pavillon dans un parc pour faire l'activité parce que nos locaux n'étaient pas disponibles une 3e demi-journée. Mais en même temps, on s'est dit que c'est une bonne façon de diversifier nos points de service puis d'être plus accessible. On est à un autre endroit. Mais ça démontre beaucoup aussi en fait qu'il y a des grands besoins dans les familles cette année. Probablement depuis plus longtemps, mais cette année particulièrement, ce qu'on entend dans notre communauté, c'est que les camps de jour ont de la difficulté à recruter et donc ils ouvrent moins de place pour les jeunes. C'est une problématique qui est grande, là, qui est inquiétante, mais en même temps, nous, notre petite initiative ne peut pas pallier à tout ce problème-là. Sauf qu'on n'a pas le choix, on vit avec ce contexte-là. On a maintenant donc 3 groupes ouverts, 36 jeunes qui sont rejoints, mais malgré ça, on a une 40aine de familles sur la liste d'attente encore. Puis, en fait, ça amène quand même une problématique qui m'inquiète aussi, qui va nous demander de repenser le projet pour les années à venir, parce qu'en fait, il y a tellement d'inscriptions que les familles qu'on voulait vraiment accompagner, celles qui ont de la difficulté à s'organiser au moment de l'inscription dans les camps de jour, ils n'auront pas accès à nos services non plus, parce que les places se sont remplies en 2 jours, et puis finalement, on est 1 mois, ben là maintenant moins, mais en tout cas, quand on a lancé les inscriptions, on était à 1 mois et demi du début des services. Puis, les places sont déjà remplies. Donc, ces familles-là, ils n'ont toujours pas accès. C'est un problème pour nous. C'est quelque chose qu'on va devoir réfléchir. Donc, c'est ça. Finalement, tu sais, la mobilisation par les écoles a été tellement efficace, tellement grande que les organismes communautaires et les autres milieux qu'on aurait pu solliciter pour aller chercher des inscriptions, puis des inscriptions peut-être un peu différentes, des familles avec des profils différents, ben on n'est pas capable d'aller vers eux cette année. Enfin, il y a aussi la barrière de langue qui demeure un petit peu un enjeu quand même. On est en train de regarder pour faire traduire notre publicité, puis voir aussi à quels endroits on va afficher, puis justement pour essayer d'élargir là, le type de famille qu'on va rejoindre et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde là, pour nos années à venir, repenser un petit peu là, la communication qu'on va faire. Donc, en résumé, là, nous, on est super fiers du projet qu'on a fait, qu'on a développé, puis qui change un petit peu à chaque année. Il est super pertinent, mais on reste devant le constat là, que notre problématique n'est pas 100% répondue, nos besoins non plus. Puis, une grosse raison, c'est que la problématique, finalement, s'est amplifiée au fil des années. Donc, nous, ça va nous forcer, en fait, à revoir un peu notre cible, à préciser un petit peu plus les familles qu'on veut viser, puis à trouver des façons de les rejoindre là, et de ne pas se faire submerger par les inscriptions comme on l'a été cette année. Donc, voilà ma petite présentation. J'espère que ça résonne un petit peu là, dans vos organismes ou dans votre vécu. Puis, ça me fera plaisir là, d'échanger avec d'autres pour les initiatives que vous voulez mettre en place ou que vous avez déjà en place. Merci beaucoup, Samuel, de nous avoir partagé toute cette expérience vraiment riche, puis aussi toute cette transparence dans la démarche. Ça démontre l'importance d'être flexible, puis tu sais, aussi la difficulté de jongler justement entre le succès, puis quand même, malgré tout ce succès, de se questionner sur est-ce qu'on rejoint le public lequel on veut, qui est peut-être plus isolé ou qui a des barrières au moment où les inscriptions démarrent. Donc, merci beaucoup. Donc, je retiens vraiment les efforts pour rejoindre les familles isolées, les préoccupations, puis c'est un processus d'adaptation en ce qui concerne les services et les façons de faire auxquelles il faut se donner du temps. Donc, voilà pour ce premier segment. Pour le prochain, on a préparé un panel de discussion, en fait, entre nos 4 experts qui sont avec nous ce matin pour permettre donc à nos invités d'aborder certains angles essentiels à ne pas oublier quand on travaille avec les familles isolées. J'inviterai donc les 4 panélistes à se joindre pour un moment commun. Je vais commencer avec une première question.
Je dirais, comment on adapte nos pratiques pour que les familles qui pourraient être plus réfractaires ou intimidées par une institution, un fonctionnement, puissent se sentir confortables puis bénéficier des activités et des services. C'est un peu une préoccupation que vous avez tous mentionnée dans vos présentations. Alors, je pense que c'est moi qui commençais, n'est-ce pas, Marie-Pierre? C'est sûr que la bibliothèque, on en a un peu parlé tout à l'heure, ça peut être intimidant pour les citoyens et citoyennes qui n'ont pas l'habitude de la fréquenter pour diverses raisons. Tout à l'heure, Samuel, très bon agent de publicité et diffusion de la bibliothèque, mentionnait entre autres la bibliothèque Maisonneuve. Maisonneuve, c'est un bon exemple. C'est une bibliothèque qui est immense. On arrive face à elle et c'est hyper intimidant. Une personne qui ne l'a jamais fréquentée peut trouver ça très, très confrontant d'essayer d'y aller, puis il peut juste passer son chemin. C'est pour ça qu'entre autres, l'équipe qui travaille en fait à l'ouverture de cette bibliothèque-là a réfléchi à tout l'espace qui l'entoure. Comment on va essayer de briser cette crainte-là, puis de s'assurer que les citoyens et citoyennes vont utiliser l'espace, vont s'y sentir à l'aise, puis peu à peu vont être amenés à fréquenter le bâtiment. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le verdissement, dans l'espace public qu'on va organiser autour, mais il y a aussi beaucoup de choses dans l'éclairage. Est-ce que c'est un espace sécuritaire? Est-ce que les femmes se sentent aussi à l'aise d'y entrer? Ensuite, il y a une porte d'entrée aussi qui peut être très intéressante pour les bibliothèques, c'est de passer par les organismes communautaires qui travaillent directement avec les familles concernées. C'est moins intimidant d'entrer dans une bibliothèque pour la première fois lorsqu'on est en groupe, lorsque ça s'inscrit dans une démarche, par exemple, au sein d'un organisme, si on est une personne nouvellement arrivée. Une autre porte d'entrée intéressante, c'est de passer par les enfants. On a plein de publics captifs dans les écoles. Donc, souvent, les bibliothécaires, on va avoir tendance à desservir les classes de manière à attirer des enfants de prime abord, que ceux-ci se sentent vraiment à l'aise en bibliothèque, puis ensuite qu'ils nous amènent les parents aussi. Donc, ça peut être quelques pistes qu'on a mis en œuvre dans les dernières années. Oui, tu as nommé des très belles pistes, puis entre autres, justement, de travailler avec les organismes communautaires. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Effectivement, dans les organismes communautaires, c'est vraiment ça le pain et le beurre des organismes communautaires, c'est d'être proche des familles, d'être accessible. Si je prends par exemple, nous, Je passe partout, l'intervention familiale que l'on fait, on se rend une fois par semaine à domicile chez les familles, puis on accompagne comme ça là, entre 70 et 100 familles par année. Puis, une fois par semaine, donc, on va vraiment apprendre à connaître, à tisser un lien de confiance avec la famille. Puis, à travers ça, en fait, une des choses qu'on fait, c'est qu'on les accompagne vers les ressources qui pourraient répondre à leurs besoins. Puis souvent, une de ces ressources-là, ça peut être la bibliothèque, justement. Aller avec la famille à la bibliothèque pour une première fois avec notre intervenant, c'est moins stressant parce qu'il y a l'habitude qui est créée, ou en tout cas l'aisance qui est créée avec notre intervenant ou notre intervenante. Puis là, après ça, peut-être qu'on va aller faire la carte de bibliothèque avec la famille. Comme ça, ça facilite un retour pour une deuxième fois, puis peut-être commencer à utiliser les services qui sont offerts. On fait la même chose avec des organismes communautaires aussi qui peuvent répondre à des besoins et tout ça. Donc, je pense que le lien de confiance aussi se crée aussi un petit peu plus avec des organismes communautaires parfois qu'avec la bibliothèque ou le réseau scolaire ou le réseau de la santé, justement parce qu'on n'est pas de l'institutionnel, on n'est pas du gouvernement, puis veut pas des familles, surtout qui ont des profils de vulnérabilité, se sentent jugées parfois, beaucoup par le réseau scolaire, par le réseau de la santé, puis de savoir que nous, on est à part de ça, puis qu'on n'est vraiment pas dans le jugement, qu'on est dans l'accompagnement au jour le jour, à petits pas, ça fait vraiment toute une différence pour les familles. Donc, je pense que c'est vraiment dans la complémentarité de nos milieux qu'on va vraiment réussir à les rejoindre, puis à offrir les services dont ont besoin les familles, puis les amener à adhérer finalement. Donc, se rendre à la bibliothèque, utiliser le service et tout ça. Voilà. Oui, merci Samuel. C'est vrai, très pertinent de dire qu'une fois qu'on a un lien significatif d'établi avec la famille, de servir un petit peu de vecteur ou de pôle pour ensuite l'accompagner vers d'autres services. Là, ça peut déboulonner certains mythes ou certaines craintes là, vers ces autres institutions. Célia, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter? C'était vraiment pour faire écho à ce que disait Samuel, justement, cette méfiance envers les institutions, notamment, je pense qu'il y a plusieurs partenaires ici aujourd'hui qui s'en soucient.
Et ce transfert du lien est très important. Les organismes ont leur part à faire là-dedans quand ils doivent référer justement les familles vers les institutions. C'est toujours bon d'humaniser le lien autant que possible. Si on connaît le nom de la référence en face dans l'institution vers laquelle on envoie la famille, c'est facile de dire hey, « Regarde, il y a Evelyne qui va t'accueillir de l'autre bord. Je la connais, tu vas être bien accueillie. » De rassurer et puis de transférer ce lien, c'est vraiment précieux de pouvoir le faire. Ouais. On parle de rejoindre les familles isolées, garder le lien, c'est encore autre chose, et le transférer, c'est une prochaine étape. Peut-être qu'à ça, en fait, j'ajouterais, je pense que c'est une excellente idée je pense que les organismes communautaires font un travail admirable d'abord. Et je pense que de passer par les organismes communautaires, je pense que c'est une excellente voie. Et je pense qu'effectivement, il y a des familles pour lesquelles il y a un lien qui est peut-être moins facile, par exemple, avec l'école, mais en même temps, les écoles sont quand même souvent en contact avec tous les enfants et avec toutes les familles. Donc, une façon de faire, c'est que justement, c'est une approche collaborative, partenariale. Puis tout à l'heure, Samuel parlait de ça. Les écoles peuvent référer ou identifier les enfants qui en auraient peut-être potentiellement le plus besoin. Puis après ça, le relais peut être pris par d'autres organisations. Puis peut-être qu'ils vont développer un lien de proximité qui va être un petit peu plus facilitant pour les familles. Mais c'est certain que je pense que cette réflexion-là, dans le cas, ce que la recherche montre, c'est que dans le cas de familles qui sont un petit peu plus isolées, ça doit être une responsabilité qui est collective et qui est partagée par plusieurs instances qui doivent travailler ensemble. Je pense que ça se fait déjà de manière admirable dans plusieurs milieux. Et je pense qu'une autre des stratégies qui a été démontrée comme étant efficace, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est le fait d'utiliser des acteurs de la communauté même, donc d'utiliser des familles comme porte-parole de ce qu'on essaie de proposer. L'effet boule de neige, là, je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même qui peut être assez riche pour aller rejoindre des familles, que ce soit d'autres familles, des leaders des communautés, que ce soit des leaders religieux, culturels, peu importe. Mais c'est aussi des stratégies qui ont été démontrées comme étant assez pertinentes pour aller rejoindre des familles qu'on aurait peut-être un petit peu plus de difficultés à rejoindre autrement. Donc, il y a différentes approches, mais je pense que ce qui est assez clair, puis c'est super intéressant parce qu'en fait, toutes les interventions qui ont été faites montrent vraiment que c'est ce qui se fait déjà dans plusieurs milieux, puis c'est hautement pertinent, c'est justement ce travail collaboratif-là en différentes instances qui permettent de mieux rejoindre puis mieux répondre aux besoins de certaines familles. Puis, on le voyait aussi, même au niveau des projets plus adolescents, de se dire d'avoir une flexibilité dans l'inscription, que les adolescents puissent, une fois eux inscrits, amener des amis avec eux à participer aux activités. Parce que, bon, les amis sont souvent issus d'un même type de milieu. Puis, ça permettait de rejoindre d'autres adolescents dans le service. Mais ça, ça nécessite, comme on disait des fois, une flexibilité dans l'inscription, que ce ne soit pas fermé puis impossible que s'ajoutent des participants. Mais ça, c'est une complexité parfois organisationnelle qui va au-delà de ce qui est possible d'être fait. Donc, merci à tous. Isabelle, tu abordais le point des zones de vigilance à observer dans notre offre de services aux familles isolées. Est-ce qu'il y avait des points par rapport à ça que tu souhaitais ajouter? Bien, je pense que ce qu'il faut faire, ce que la recherche suggère, c'est pas moi qui le dis, mais et je pense que c'était très riche d'entendre toutes les interventions parce que je pense que c'est ce qui se fait beaucoup, mais c'est d'être dans une approche de réflexivité constante. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'essais et d'erreurs, puis ça ne va pas fonctionner toujours, puis ça ne va pas toujours être facile. Mais c'est pour ça que les pratiques inclusives, ça doit être une posture qui doit être incarnée, puis qui doit toujours être questionnée. Donc, j'aimais beaucoup les interventions qui ont été faites tout à l'heure dans la mesure où c'est pas quelque chose qui est facile, puis ça serait mentir aux gens de dire que demain matin, si on se fait un plan d'inclusion, qu'on dit qu'on va faire ça, que ça va fonctionner. Mais en même temps, d'être toujours dans une approche réflexive par rapport à nos pratiques, puis de remettre en question ce qu'on fait, de célébrer les succès, mais aussi de re-questionner comment on pourrait faire les choses différemment. Bien, ça, c'est quelque chose qui a vraiment été démontré comme étant important parce que, je veux dire, si on veut tenir compte de l'unicité
des jeunes et des familles, ben, il faut essayer de constamment s'adapter, constamment se renouveler. Fait que je pense qu'il y a cette réflexion-là. Puis ça peut s'incarner à différents niveaux. Ça peut s'incarner à la fois dans les objectifs que l'on vise dans nos activités, mais ça peut même s'incarner dans la gouvernance. Dans notre gouvernance, qu'est-ce qu'on fait, comment on met en place une vision qui est inclusive, comment on fait participer même des acteurs de la communauté dans la gouvernance même de nos organisations. C'est des choses qui doivent être réfléchies puis qui doivent être mises de l'avant. Mais sinon, je pense que toutes les pratiques très concrètes qui ont été proposées, puis notamment la roue qui vous a présenté Célia tout à l'heure, qui est excessivement pertinente et concrète, là, je pense que les gens devraient vraiment aller consulter toutes les petites cases qui étaient là-dedans parce que c'est vraiment très riche. Donc, je pense que c'est à travers ça, mais je pense que cette posture de réflexivité-là est vraiment très importante, puis elle doit être constante. Merci Isabelle, oui, elle est très riche et elle peut être effrayante quand on commence à rentrer dans la démarche, mais je veux rassurer les participants et les participantes sur le fait qu'on n'adresse pas tout d'un coup. Il y a des étapes à franchir et le rythme de la concertation ou de la démarche concertée à respecter aussi. Pour ce qui est des zones donc un peu plus dangereuses ou les zones de vigilance à exercer, ce dont je voulais parler, c'était effectivement du travail en silo et ce qu'il en découle finalement. Un des premiers exercices de constellation, c'est la carte de l'empathie. Donc, on se place réellement à la place de la famille et là, on essaye de voir et de comprendre ce qu'elle se fait dire, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent et ce qu'elle entend. Puis ce qu'elle voit et ce qu'elle entend, souvent, c'est des gens qui lui veulent quelque chose, mais des fois, la compréhension, la langue font que ces familles-là ne comprennent pas toujours et peuvent même être, du coup, effrayées, tomber effrayées du fait que plusieurs intervenants, plusieurs travailleurs de proximité et organismes leur veulent du bien, hein, on leur veut tous du bien, mais ça fait beaucoup de monde d'un coup autour et ça peut devenir effrayant. Donc, juste bien planifier, bien travailler ensemble. Et c'est aussi un impact de constellation, finalement, d'enrichir la démarche concertée et de l'emmener plus loin. Donc, je vous amène à voir comment ça se passe sur votre territoire à cet égard-là. Je fais un peu de pouce sur ce que tu disais, Célia. Je pense que nous, dans les espaces de concertation, comme les tables de quartier, souvent, on regarde un peu c'est quoi les besoins qui émergent dans la communauté. Puis là, tout le monde commence à se dire comment est-ce que moi, je peux collaborer pour travailler sur cet enjeu-là. Puis c'est super valable et souhaitable que les gens se sentent concernés puis veulent adresser. Mais des fois, c'est quand on ne connaît pas la communauté ou on n'est pas expert du sujet qui est touché finalement, nos efforts seront peut-être pas aussi efficaces, soit que les efforts d'un organisme qui aurait vraiment la spécificité ou d'une organisation, là, parce que ce n'est pas toujours des organismes, des fois c'est des institutions, mais aussi, c'est que dans le fond, c'est par exemple une communauté qu'on ne connaît pas, ben, même si on offre des services, peut-être qu'on ne réussira pas à rejoindre les gens parce qu'on n'a pas leur confiance, justement, on l'a nommé un peu tantôt. Donc, vraiment de penser à faire des partenariats avec les organisations puis les organismes qui ont ces liens-là déjà avec la communauté. Puis là, je pense que nos services vont devenir plus efficaces. Puis voir comment on le fait sans piler sur les pieds des autres aussi. Puis pour pas dédoubler les services, mais pour venir faire un ajout, puis que ce soit bien perçu par les personnes qui vont en bénéficier. Donc, doser les approches et les interventions. Travailler Oui. en partenariat aussi. Catherine, avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, je voulais parler d'autre chose, mais là, j'ai envie de rebondir sur ce que Samuel dit aussi. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu amènes, c'est pas dédoubler l'offre. C'est hyper important d'être en complémentarité, mais je pense qu'il y a aussi des publics, il y a des personnes pour tous nos services. Puis je pense qu'à un moment donné, il y a aussi des personnes qui vont fréquenter les organismes communautaires, qui ne fréquenteront pas les bibliothèques, puis à l'inverse, puis c'est très correct. Je pense que c'est ça, c'est important de connaître notre offre respective, puis
vraiment d'essayer d'offrir un service complémentaire, mais il y en a pour tout le monde, j'en suis certaine. Moi, le seul petit point que je voulais amener, c'était les mesures facilitatrices. Il ne faut pas oublier aussi que les familles isolées, c'est souvent des personnes qui vont cumuler plusieurs facteurs de discrimination. La raison pour laquelle j'amène ce point, c'est que c'est bien de vraiment se concentrer sur leurs besoins, mais encore faut-il, lorsqu'on offre des activités, des services, avoir en tête aussi toutes ces barrières-là, en fait, que ces personnes cumulent. Par exemple, on veut, je ne sais pas, organiser une activité pour les femmes en bibliothèque vers 18 heures. On a mis les mesures facilitatrices en place pour s'assurer que les mères monoparentales qui terminent le boulot, qui ont 2 enfants à les récupérer, soient capables d'y participer puis de s'épanouir grâce à cette activité-là. Est-ce qu'on peut, par exemple, payer quelqu'un qui va s'occuper des enfants pendant cette période-là si on n'a pas un autre moment plus intéressant pour offrir l'activité? Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête également. Je vais maintenant vous inviter à conclure avant la période de questions. Je vous demanderais donc de réfléchir si vous aviez un message à transmettre aux participants au sujet de la participation des familles isolées aux activités. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'ils retiennent, chacun de vous, si vous avez un petit mot de conclusion? Ce qui marche bien et ce sur quoi j'aime appuyer la démarche terrain, c'est vraiment la théorie des 3 R, mais qui en fait n'existe pas, mais je vais l'expliquer. Donc 3 R pour rapprocher, répéter et recommencer. Donc rapprocher, je pense qu'on en a beaucoup fait l'état. Samuel en a parlé, en est un bon exemple avec Je passe partout. Sortir tout simplement en dehors, aller dans les parcs, essayer de rejoindre les familles là où elles sont. 15h05, 15h10, selon l'heure de la cloche de l'école, on va voir un certain bassin de mamans, c'est avant tout des mamans. Puis ces mamans-là, quand on finit par les connaître, il y a de l'information supplémentaire qui peut passer. Recommencer, offrir, comme le disait Catherine, et puis j'invente rien, là je reprends juste ce qu'ont dit mes collègues du jour, recommencer, offrir différentes opportunités pour la même activité à différents moments avec différents types d'incitatifs selon le type de clientèle qu'on souhaite rejoindre, et répéter l'information, la donner par différents moyens, et à différents moments aussi. Je pense que ça commence déjà à répondre à une question que j'ai vue dans le chat, qui est comment avez-vous d'autres moyens d'information, de diffusion de l'information, un flyer à la sortie du parc dans les plusieurs langues qui sont parlées sur votre territoire, ça reste très efficace. Encore faut-il se donner les moyens de sortir sur le terrain. Catherine, avais-tu quelque chose, toi, comme... Oui, j'avais envie de vous partager une citation de David Lankes qui dit en fait que les mauvaises bibliothèques développent des collections, les bonnes bibliothèques des services et les grandes bibliothèques développent des communautés. Je pense qu'on a tout à gagner à aller vraiment travailler ensemble, à rejoindre les familles isolées, parce que lorsqu'on rejoint les familles isolées, les enfants dans ces familles-là, puis qu'on met en place vraiment des services qui leur sont adaptés, mais finalement, c'est tout le monde qu'on dessert juste encore mieux de cette façon-là. Donc voilà, c'est un petit mot de la fin. Samuel? Oui, en fait, moi, un élément qui me trotte beaucoup en tête ces derniers temps, en lien aussi avec les problématiques qu'on vit, ou en tout cas les enjeux qu'on vit, c'est de garder en tête, en fait, que l'inscription, la logistique de nos organismes, c'est des barrières aussi à la participation de certains, puis en même temps, on en a besoin jusqu'à un certain point de ces inscriptions-là parce qu'on ne veut pas non plus déployer des grosses activités et qu'il n'y ait personne sur place le jour de l'activité. Mais c'est vraiment, fait que c'est complexe. Il n'y a pas de solution facile, mais de vraiment garder en tête là, toutes ces barrières-là, puis comment on fait pour dissiper les barrières autant que possible, mais tout en faisant fonctionner nos activités. Puis enfin, là, peut-être un espèce de vœu pieux là, de simplement de se mettre en action. Attendez pas d'avoir trouvé la formule parfaite. Faites-le, puis petit à petit, comme prenez plaisir à le retravailler, en fait, puis à l'améliorer, à le peaufiner. Puis, le jour où vous allez atteindre la perfection, votre contexte va changer, puis ça sera plus parfait. Fait que de toute façon, faites-le, puis, c'est pas, on fait pas des constats sur les choses qu'on doit changer en se tapant sur les doigts, on le fait en amélioration continue. Merci. Vous avez tous des sages réflexions. Isabelle?
Ben, en fait, je dirais peut-être, là, je pense que tout ce qui a été dit est vraiment très pertinent. Je dirais peut-être de bien réfléchir au moment, au contexte de vie des personnes qu'on veut rejoindre, se demander si on arrive dans le bon moment, dans ce contexte de vie plus large-là, d'accepter qu'il y a des personnes qui ne vont pas être intéressées à participer, puis que finalement, c'est correct que dans certains cas, certaines familles, certaines personnes n'acceptent pas de participer parce qu'ils peuvent avoir d'autres priorités, ils peuvent être rendus ailleurs, ils peuvent être pris par d'autres choses. Je pense qu'il y a aussi l'idée, comme ça a été mentionné tout à l'heure, que c'est une responsabilité collective, donc de réfléchir dans une perspective plus globale. Et quand on parle de responsabilité collective, c'est aussi d'être conscient qu'il y a certaines personnes, familles qui peuvent être sollicitées par plein d'organisations en même temps, puis que peut-être qu'il faut faire attention aussi justement à travailler ensemble pour pas trop solliciter les mêmes personnes ou les mêmes familles, justement, pour pas qu'ils soient sursollicités. Donc, il y a cette réflexion-là. Puis après ça, bien, il y a rehausser la voix des personnes, de ces personnes-là. Donc, s'intéresser à leur vécu, à leurs besoins, en quel point on répond à ce vécu-là, à ce besoin-là, puis comment on peut mieux tenir compte de leur réalité. Donc, de leur donner la parole, d'aller chercher leur point de vue, puis ça permet souvent de s'ajuster. Mais je pense que c'est des initiatives que plusieurs organisations font déjà. Il y a un travail admirable qui se fait sur le terrain. Puis quand on fait de la recherche sur le terrain, on s'en rend compte à quel point il y a toute une richesse qui se fait à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut juste continuer à travailler ensemble puis à maintenir les efforts qui sont déjà vraiment bien investis. Merci. Merci à vous quatre pour ce moment d'échange. C'était fort pertinent, puis ça a amené beaucoup de réflexion. On va maintenant passer à la période de questions. Donc, pour les participants, si vous ne l'avez pas déjà fait, puis que vous avez des questions pour nos experts, vous pouvez les inscrire dans le module questions-réponses. Et puis, j'ai mes collègues Charline et Mireille qui sont à la régie de cette, de cette section. Charline, Mireille, est-ce qu'on a des questions? Oui, je peux commencer par une première question, comme Célia avait commencé à y répondre justement. Avez-vous des pistes concernant la communication pour rejoindre les parents lorsqu'on propose des activités estivales? Et la personne qui a proposé cette question a aussi précisé en dehors des partenariats avec l'école, de Facebook, du site de la Ville de Montréal, infolette de l'arrondissement, affichage et babillards dans les bibliothèques. Et Célia, tu avais parlé des parcs et de la sortie des écoles. Je peux continuer sur la sortie des écoles vite fait, avant de laisser la parole à mes collègues. À la sortie des écoles, quand vous avez repéré 2-3 parents qui peuvent devenir des parents relais, qui ont cette motivation de faire vivre le quartier puis d'intégrer les autres familles, demandez-leur de transférer votre information de bouche à oreille. Généralement, ça fonctionne très bien. Assurez-vous que l'information est bien comprise pour pas qu'elle soit déformée au bout du compte si ça passe par 15, 20, 25 individus. Mais compter sur un ensemble de familles, de parents ou d'individus relais, ça fonctionne bien. J'ajouterais peut-être un petit point, participer aux différentes fêtes organisées par les écoles, participer aux fêtes de quartier aussi. Souvent, c'est des événements qui offrent de la nourriture et qui peuvent être c'est des événements très rassembleurs. Il va y avoir beaucoup de personnes. C'est un bon moyen pour initier des conversations, expliquer pourquoi vous êtes là, puis c'est quoi votre rôle au sein de la communauté. Ça peut être une bonne piste. Il y en a d'autres qui ont des choses à ajouter pour cette question? Je ne sais pas si ça faisait partie de la liste là, de choses qu'il ne fallait pas ajouter, mais dans le fond, moi, je pense que d'aller, on l'a déjà mentionné, mais d'aller solliciter
certaines activités, les gens dans certaines activités culturelles ou religieuses dans lesquelles ils participent déjà, ou d'aller faire des liens avec ces leaders-là, communautaires ou religieux. Ça peut être aussi une façon d'aller rejoindre. Là. Fait que je ne sais pas si ça faisait partie de la liste de pistes qui existaient déjà, mais je pense que ça, c'est une autre façon qui peut permettre de rejoindre ces familles-là aussi. Il y a un bout que Samuel mentionnait aussi, Samuel, je parle pour toi. C'est l'approche individualisée en passant par des intervenants qui sont significatifs, hein, comme ça, c'est pour essayer de doser entre une approche universelle, puis ben, ceux qui ne se sentiraient peut-être pas, qui auraient besoin peut-être d'une approche plus individualisée pour accéder donc, aux activités. Donc, voilà. Samuel, avais-tu quelque chose à ajouter? Ou... Bon, je trouvais que c'était bien complet. Bon. Parfait. Charline Mireille, qui a une autre question dans le module. Oui, alors j'ai une autre question. Comment peut-on arriver à identifier ces personnes et familles isolées? La famille isolée, c'est celle que définit la concertation, en fait, la démarche concertée ou l'organisation sur le territoire qui décide d'adresser cet enjeu-là. À la base, la démarche constellation a été portée par Horizon 05, qui est l'instance en concertation en petite enfance de Montréal, l'ancienne instance en concertation. Et le financement faisait qu'on parlait de familles isolées avec des jeunes enfants de 0 à 5 ans qui n'avaient pas accès à tous les services qu'elles pouvaient avoir. C'est pas mal limité. Donc, selon la clientèle habituelle, on peut ensuite faire des segments. Par exemple, nous, on vise, je pense à un organisme qu'on a accompagné, les familles qui souhaitent allaiter, mais spécifiquement nouvellement arrivées, spécifiquement en couple homosexuel. Ça peut être vraiment toutes sortes de segments de population qu'on adresse, qu'on choisit d'adresser. Et encore une fois, la meilleure chose à faire, c'est de se renseigner en sortant, faire du porte-à-porte carrément, en essayant de déterrer ces familles-là, de savoir si elles sont vraiment la cible en fait, du territoire sur lequel on est, et de faire les liens avec le CLSC pour avoir le portrait du territoire plus actuel que ce qui sort habituellement dans les années précédentes. C'est une super bonne question. Puis, comment identifier, c'est une chose. Puis là, je pense que les définitions aident, puis les statistiques aident et tout ça. Mais comment les rejoindre aussi, c'est toujours un énorme défi. Puis je pense que une des pistes pour ça, c'est de travailler vraiment avec les autres acteurs. Donc, le CLSC ou les CIUS, à travers leurs intervenants, ont beaucoup de contacts avec des familles. Donc ça, c'est de faire connaître nos services à ces acteurs-là, c'est aidant. Bon, il y a toutes sortes d'autres acteurs qui peuvent nous aider à avoir des bonnes références. Mais je dirais aussi, puis ça, en tout cas, moi, dans mon quartier, on le vit, là, les événements de quartier qui visent les familles plus vulnérables, entre autres en sécurité alimentaire, c'est vraiment une porte d'entrée excellente. Les gens se mobilisent pour leurs besoins de base, la sécurité alimentaire dans ce cas-ci. Donc, par exemple, les magasins partage à Noël, c'est un événement là où nous, en tout cas, dans notre quartier, c'est 400 familles qui se déplacent puis qui viennent pour recevoir les services. Puis, il y en a là-dedans que je connaissais pas. donc, il y a vraiment des moyens là à ce moment-là de faire connaître nos services pour les familles, tout en acceptant aussi, comme Isabelle le disait, qu'ils sont pas tous obligés d'être intéressés. Là. Si je peux ajouter quelque chose, mes collègues sont tannés de m'entendre dire ça, mais je vais le répéter, la donnée, c'est hyper important. Moi, j'adore les données. Puis la donnée, c'est politique. L'absence de données l'est tout autant. Il y a des données qu'on va chercher, puis il y en a d'autres qu'on ne va pas chercher, puis il faut toujours creuser à savoir pourquoi. Et moi, je trouve qu'il y a eu des démarches locales à Montréal qui sont très intéressantes dernièrement, entre autres des quartiers comme Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qui vont vraiment faire des portraits sociodémographiques par voisinage, parce
que les portraits que ces personnes avaient pour l'ensemble de l'arrondissement ne représentaient pas vraiment les grandes disparités qu'on va retrouver dans l'arrondissement d'une rue à l'autre, finalement. Donc, d'aller chercher ces portraits-là les plus locaux possibles, c'est hyper intéressant. Puis après, mais une fois qu'on a ces portraits, mes collègues l'ont déjà dit, aller rejoindre ces familles. Dans le cadre du programme Livre dans la rue, on se concentre spécifiquement sur des cours d'HLM et des parcs qui sont excentrés. On les identifie avec la collaboration des 45 bibliothèques qui vont vraiment nous dire, mais ce coin-là, moi, soit je ne le desserre pas ou soit je sais que les familles ne se déplacent pas. Ça serait bien que vous y allez pour rejoindre donc ces familles. Merci. Il y a d'autres questions? Il y en a d'autres, donc je vais laisser mes collègues. C'est pas une question, mais si vous regardez dans le chat, il y a, dans le module de discussion, il y a Jacinthe Blanchet qui a partagé une ressource qui est du Club de lecture TD, qui a des lettres de présentation du Club de lecture en différentes langues pour les familles allophones. Merci. Et je peux enchaîner avec une autre question. Donc, comment on peut toucher les familles qui ne connaissent aucun service et aucun organisme, comme les nouveaux arrivants ou les personnes en demande d'asile? Ben, c'est sûr que c'est un défi. C'est difficile. D'un autre côté, ces familles-là, bon, souvent, c'est parce que, tu sais, est-ce qu'ils n'ont vraiment aucun contact avec des organismes ou ils n'ont pas contact avec des organismes avec lesquels nous, on a des liens? Donc, c'est des fois, tu sais, justement, des organismes qui vont travailler en immigration, en soutien aux demandeurs d'asile. Il faut aller vers eux, je crois, vers ces organismes-là. Puis, tu sais, il y a des projets qui existent, comme, bon, ben, je vais parler rapidement là, d'un projet qui s'appelle Femmes Relais dans Hochelaga-Maisonneuve et dans d'autres quartiers, qui est dans le but, en fait, de mettre en contact des femmes dans ce que, immigrantes ou de communautés racisées, puis de les amener à développer un peu leur connaissance du milieu communautaire pour qu'ils puissent raccrocher d'autres gens dans leur communauté. Donc, des fois, c'est d'y aller un peu plus comme ça avec l'approche. On parlait tantôt de l'approche universelle puis l'approche individualisée, mais je pense que pour les personnes comme ça qui sont le plus isolées, c'est vraiment l'approche individualisée qu'il faut prioriser. Puis, en ayant de l'humilité aussi de se dire, justement, ben, une famille qui est en contexte d'immigration puis qui a vraiment... qui a vraiment un surplus en ce moment, là, ou un surplus de préoccupations, puis que, ben, premièrement, il n'y a peut-être pas le temps d'écouter notre offre de service, mais aussi, tu sais, moi qui n'ai pas immigrant, peut-être que je ne résonne pas autant auprès de cette personne-là, mais que quelqu'un d'autre qui a vécu un peu un cheminement similaire va avoir plus l'oreille de cette personne-là. Et donc, c'est peut-être cette personne-là qui doit rentrer en contact avec elle. Donc, moi, je peux rentrer en contact avec la personne qui va rentrer en contact avec cette famille-là, mais peut-être, c'est ça, y aller avec les partenaires à ce niveau-là. Oui, puis ça, on en parle beaucoup, on dit comment les rejoindre, elles et tout, elles étant les familles, les consulter, des consulter aussi dans l'élaboration des services. C'est un point de réflexion aussi qu'Isabelle, vous avez beaucoup dans tout ce qui est au niveau de Myriagone et tout, la charte de recherche, de dire je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Bien, je pourrais en parler, mais ce que j'ajouterais aussi, c'est que je pense que pour les personnes immigrantes nouvellement arrivées, l'école est un excellent moyen parce que ce sont des familles qui, de façon générale, valorisent énormément l'éducation, valorisent beaucoup la scolarisation. Puis tout à l'heure, dans le chat, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, dans les questions, quelqu'un qui a mis un commentaire pour dire, je comprends bien pourquoi il faut que les organismes communautaires jouent un rôle parce qu'ils ne représentent pas les institutions, c'est peut-être moins menaçant, mais il faut que l'école fasse sa part aussi. Puis j'ajouterais à ça qu'il y a des écoles qui réussissent très bien à faire leur part aussi, donc dans le sens où il y a des organisations communautaires qui réussissent plus facilement à faire un lien avec certaines familles, mais il y a des écoles qui réussissent très bien aussi à faire des liens avec certaines familles. Puis, donc, je pense que leur rôle à cet égard-là, ces écoles-là utilisent des démarches et des pratiques inclusives, ont un souci d'aller chercher les familles qui sont un peu plus isolées. Donc, ça fonctionne aussi dans les institutions plus formelles comme l'école. Mais
pour les familles migrantes nouvellement arrivées, souvent, parmi les priorités de ces familles-là, parce que tantôt, on disait qu'il faut tenir compte de la trajectoire de vie où ils sont rendus, bien, parmi les priorités de ces familles-là, souvent l'école est une priorité, une très grande priorité dans la liste des familles. Pour beaucoup de familles migrantes, le projet migratoire de la famille est entre autres basé sur la scolarisation des enfants, leur donner des opportunités de réussite, etc. Fait que d'utiliser ça comme une porte d'entrée, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées par les organismes communautaires, qui sont des activités qui soutiennent la réussite éducative de manière directe ou indirecte. Parce que la réussite éducative, ce n'est pas la réussite scolaire, ce n'est pas juste une question de notes, c'est une question de développement de compétences, de potentiel qui est beaucoup plus large. Donc, pour ces familles-là, de manière spécifique, de travailler avec les écoles. Par exemple, à Montréal, il y a beaucoup de classes d'accueil. Donc, de travailler avec les écoles, avec les classes d'accueil ou avec les intervenants scolaires qui connaissent ces familles-là. Bien, ça peut être aussi une très belle porte d'entrée parce que souvent, l'école, les familles immigrantes, entre autres, vont avoir quand même une confiance là, par rapport à l'école parce qu'ils vont accorder beaucoup d'importance à cette institution-là. Donc, je pense que ça, c'est un élément. J'ai perdu ta question, Marie-Pierre. Je pense que c'est bon, merci. Si on peut prendre une dernière question, Charline et Mireille, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans le chat? Pour ce qui est dans le module de discussion, il y a pour les portes d'entrée pour rejoindre la famille, il y a Catherine Sorin qui souvient aussi de penser aux armages avec les CLSC qui font la vaccination. Pour les jeunes enfants, ça peut être aussi une bonne façon de les joindre. Bonne idée. Charline, avais-tu quelque chose à ajouter? C'est bon? OK. Bien, merci. Donc, avant de terminer, j'aimerais remercier nos expertes et experts, Isabelle, Célia, Catherine et Samuel, d'avoir organisé avec nous puis d'avoir partagé leurs connaissances avec autant de générosité. Ça a été un réel plaisir de collaborer avec vous. Quand on a pensé à ce webinaire-là, vous êtes d'emblée des personnes qui nous sont venues en tête pour ces projets-là, tout comme plein d'autres partenaires aussi. On sait que les efforts sont grands, puis les préoccupations sont là sur le terrain pour répondre au plus possible à cette préoccupation-là, de rejoindre les familles qui en ont le plus besoin et les enfants. Donc, merci, ça a été un réel plaisir de collaborer avec vous. Et donc, on aurait aimé en entendre d'autres. Donc, ce que vous nous avez transmis aujourd'hui, c'est concret, c'est vraiment ancré avec le terrain. Puis, le seul petit bout là, que je nous inviterais peut-être à garder dans les nuages, c'est la tête en nous disant de garder en vie le rêve d'un Montréal où tous les enfants pourraient être égaux dans leurs chances de réussir. Puis, je pense que chaque petit pas qu'on fait pour rejoindre les familles, pour les amener vers les services, c'est un pas de plus vers la réussite éducative de tous les enfants. Donc, on vous rappelle que vous recevrez par courriel les présentations, la rediffusion du webinaire, puis des ressources pour aller plus loin. Donc, ça va être super pertinent aussi. Puis, avant de clore le webinaire, ne partez pas tout de suite. J'aimerais vous inviter à remplir le formulaire d'évaluation dont le lien est mis dans le module de discussion là, à ce moment-ci. Donc, on va garder le webinaire ouvert quelques minutes pour vous laisser le temps de cliquer sur le lien. Merci beaucoup. Merci à tous.